Notre histoire commence dans le royaume de Dawa, dans la préfecture de Tiandu. Cet homme s'appelait Luo Tianfeng. Et aujourd'hui, la barrière qui séparait les humains de l'eau s'est brisée et s'est dirigée vers lui. Il a été gravement blessé et a commencé à tomber de la falaise. Mais même en tombant, il a gardé le sourire. Nous sommes transportés dans un tout nouvel endroit où se trouvait un bébé normal. Lorsque la jeune fille a pris le bébé dans ses bras, elle a pu confirmer qu'il s'agissait d'un garçon. Après cela, elle a commencé à donner le bébé à sa mère biologique. Elle était certainement heureuse de pouvoir mettre un enfant au monde. Il s'avère que la jeune fille a dû rendre son bébé. Sa seule demande était que son fils Lo soit pris en charge. La jeune fille était loyale envers sa maîtresse. Elle n'a donc pas songé à discuter. Après avoir abandonné son bébé, la jeune fille a dit tranquillement qu'il était temps pour elle d'aller au ciel pour rencontrer son frère. Immédiatement après, la dame est décédée. Quelqu'un a demandé à son mari ce qu'il fallait faire avec un petit enfant, car cette famille valorisait avant tout les prouesses martiales. Et s'il en avait les capacités, il pourrait se défendre. Après la mort de sa maîtresse, la jeune fille a été chassée du domaine avec l'enfant. Mais malgré cela, elle a essayé de garder la raison et de dire au bébé que tout allait bien se passer. La jeune fille a travaillé dur pour porter l'eau sur son dos, année après année, et la seule chose qui changeait était l'âge et l'apparence de l'eau. Et exactement 16 ans plus tard, ce jeune homme essayait d'étudier la magie, mais il s'avère que le fait d'être né avec une faible constitution a bloqué les méridiens. C'est la raison pour laquelle Luo n'a aucun talent en matière de culture, ce qui l'amène à se demander pourquoi Dieu l'a si maltraité en premier lieu. Il restait assis à un endroit sans rien faire, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire, et cela apparemment parce qu'il pensait qu'il était encore un jeune gentleman. Mais ce n'était pas le chaos. Pendant cette période, les gens se battaient activement pour améliorer leurs compétences chaque jour. Quand Lo y est entré, tout le monde parlait de lui dans son dos, le traitant d'abruti. Tout le monde savait qu'il n'était pas très doué pour la culture. C'est pourquoi on se moquait de lui. Lo se rendit auprès de celui que tout le monde appelait l'instructeur en chef. Cet homme s'appelait Luo-san et était l'instructeur en chef de la salle extérieure de la famille Luo. Lo a eu peur en le voyant. L'homme l'a soudain frappé avec une telle force que Lo a volé en l'air. Il a commencé à raconter comment son fils, qui était autrefois un génie surdoué, est aujourd'hui complètement infirme. C'est pourquoi il ne comprenait pas quel droit Lo avait d'être en bonne santé alors qu'il était à moitié infirme. Tout le monde a remarqué que l'instructeur en chef est déraisonnable, car ce n'est pas la faute de Lo si son fils est handicapé par les effets de son propre entraînement. Et peu importe à quel point Lo est une ordure, il reste le petit-fils du patriarche. Et l'instructeur en chef profite de la réclusion du patriarche pour lui faire beaucoup de mal. L'instructeur en chef était très fort, étant un expert à la 8e étape du royaume Outian. Le père de Lo a été puni par le droit de la famille pour avoir conspiré avec un démon, et les gens se sont demandé si, à sa place, ils essaieraient de punir un expert pour une ordure sans valeur comme Lo. Nous voyons maintenant la maison qui est enveloppée par un orage. Dans cette maison, il y avait la même fille et le même Lo. La jeune fille le regarde et le supplie de se réveiller. Elle ne savait pas comment elle affronterait ses parents décédés s'il lui arrivait quelque chose. À ce moment-là, une force inconnue a commencé à envelopper la maison. La puissance a pu passer par la fenêtre. Il semble que les prières de la femme l'aient fait naître. L'énergie est allée directement à Lo. Elle s'est concentrée dans sa tête. Lorsque l'énergie a commencé à pénétrer, Lo a commencé à gémir de douleur. La jeune fille s'en aperçoit et commence à s'inquiéter encore plus pour sa vie et sa santé. Mais la douleur persiste pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, Lo s'est réveillé et ne savait plus où il se trouvait. Il se souvenait qu'il travaillait sans relâche, et Lo craignait qu'il ne se surmène et ne meure. Mais il se souvient d'avoir été battu par l'instructeur en chef, bien qu'il ne sache pas d'où viennent ses souvenirs. C'est alors que la même femme est entrée et que, dans sa surprise, elle a fait tomber et casser son assiette. Elle était ravie que Lo soit réveillée et qu'elle aille bien. Elle lui a pris la main et a commencé à remercier les dieux pour son aide. Lo, ou plutôt pas Lo, mais l'homme qui est maintenant dans son corps,
a commencé à réaliser qu'il est né de nouveau. Il s'est également rendu compte qu'un certain Lo avait vécu une vie encore plus inutile que la sienne. Après avoir été malmené pendant 16 ans, il a été battu à mort par un simple instructeur. La jeune fille commença à demander à Luo s'il ressentait une quelconque gêne dans son corps. Et il pensa que Luo et lui avaient le même destin puisqu'ils avaient tous deux perdu leurs parents. Mais au moins, Luo avait Tanchun pour s'occuper de lui. Il a tendu la main et a dit que c'était bon, mais à ce moment-là, sa main est devenue très douloureuse. À ce moment-là, Tanchun prend Luo dans ses bras et lui demande de se reposer, car ses blessures ne sont pas complètement guéries, et elle ne comprend pas comment l'instructeur en chef a pu lui faire ça. Et si le deuxième gentleman était encore là, même si ce modeste instructeur empruntait une centaine d'hommes, il n'oserait toujours pas le faire. Luo pensait que si la valeur d'une personne dans ce monde était déterminée par ses prouesses au combat, alors il devrait devenir plus fort que tout le monde pour continuer à vivre dans cette vie solitaire. Il pensait également que l'instructeur en chef était vraiment en colère, et pour une raison stupide, il décida donc que dès qu'il serait assez fort, il se vengerait du propriétaire original de ce corps. Bien que ce coup ait tué l'ancien propriétaire, la cage thoracique, qui aurait dû être brisée, a été rapidement réparée, et il semble que ce corps, autrefois frêle et invalide, ait subi certains changements. C'est un monde de culture où la force d'une personne n'est pas limitée. Lorsqu'une personne atteint le ten et stade du royaume houtien, elle peut interagir avec le ciel et la terre, ce qui la conduit au royaume inné. Mais pénétrer dans ce royaume inné sera une tâche extrêmement difficile. Il vaut donc mieux s'entraîner d'abord. Les techniques martiales de ce monde peuvent être divisées en 5 attributs différents: le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. L'ancien propriétaire cultivait la technique de la marée, qui est l'une des meilleures techniques de l'attribut eau. D'après les souvenirs de l'ancien propriétaire, ce sont ces méridiens bloqués qui ont provoqué la douleur de l'ogive lors de l'application de la technique du flux de marée. La position méditative doit ressembler à ceci. C'est à ce moment-là que l'eau a invoqué l'eau grâce à la puissance qu'il avait en lui et qu'il a pu la libérer. Ce dont il était très heureux. Il se rendit compte qu'il avait franchi la première étape de la technique des marées et que, comme il le pensait, le corps s'était transformé après s'être réincarné en lui. Après avoir réalisé cela, Luo s'est rendu compte qu'avec un tel talent, il pourrait certainement devenir beaucoup plus fort que l'ancien propriétaire du corps. Nous pouvons maintenant voir le royaume de Dahoud. L'immense famille Lo est présente ici depuis plus de 1000 ans. Le fils de Luo, Tianfeng, a été exilé pour vivre dans une colonie de serviteurs. Il est parti de rien et en seulement 3 mois, il a pu atteindre le stade 5 de la technique des marées, une vitesse incroyable, et il semblerait que le titre de jeune maître minable soit sur le point de disparaître. Les gens discutaient de l'endurance de l'eau et se moquaient de lui en pensant qu'il faisait semblant d'être malade. N'ayant atteint que le 5e stade, il ne peut battre Liu San qui se trouve au 1er étage. La raison de la vie de ce maître est son père qui a été puni par les règles de la famille. Lo était le plus fort de sa génération, mais à cause de sa collusion avec les deux Monois, il a été jeté dans l'abîme et son corps n'a jamais été retrouvé. Et il va devoir compter sur lui-même pour se sortir de cette situation. Il a également appris que seuls les disciples ayant atteint le 5 échelon pouvaient utiliser les techniques de marée haute. Mais la question restait de savoir comment il pourrait les obtenir sans révéler son pouvoir. Mais toutes les idées de l'eau ne le mèneront nulle part. C'est pourquoi il s'entraîne dur depuis 3 mois et, grâce à cela, il pourrait trouver un moyen de s'en sortir. Dans ce village, il y avait également un pavillon de blanchisserie où les filles pouvaient laver leurs vêtements et une fille y a été torturée dans le but d'obtenir des informations précieuses. Elle a été torturée par les serviteurs de la salle extérieure de la famille Lo, qui lui ont ordonné de faire ce qu'il disait. Tout ce qu'il voulait, c'était une réponse à une question
La jeune fille a tenté de répondre à leurs propos en affirmant que son travail était terminé pour la journée. L'homme n'a pas apprécié et a commencé à la menacer de terminer son travail quand il le dirait. Démontrant ainsi son pouvoir sur les gens, l'homme a présenté la jeune fille qui se tenait à côté de lui comme étant Dame Anger. Elle était la fille des 6 Madais et portait les vêtements des 6 madames, et la tâche de la jeune fille était de laver Anger, et c'est seulement alors que son travail serait terminé. Mais la jeune fille refuse à nouveau. C'est Tante Lo, et elle prétend qu'il est malade et qu'elle doit venir préparer ses médicaments. Alors elle demande de la pitié. Anger n'aimait pas cela, car ces mots signifiaient que Luo était plus important pour elle que la fille de Madame 6. Tata n'en pouvait plus et a commencé à demander à Anger d'arrêter de dire des choses méchantes à Lo. Cela a rendu la dame encore plus furieuse et elle a décidé de lui donner une leçon et de lui montrer où est sa place. Elle n'hésita pas longtemps avant de lancer une attaque magique. Tata a eu peur et s'est rendu compte qu'elle se mettait inutilement en danger parce qu'elle ne pouvait pas se défendre. Luo apparaît soudain, ne comprenant pas comment Anger a osé toucher Tanchun. Il ne souhaitait rien d'autre que la mort à cette femme pour avoir traité des gens ordinaires et innocents de la sorte. Elle s'est évanouie car elle ne pouvait pas s'attendre à une contre-attaque aussi soudaine. Tanchun, à son tour, a été très surprise et n'en a pas cru ses yeux, car il s'agissait du même petit garçon chétif dont elle s'occupait. La jeune fille a repris conscience et n'a pas pu réaliser qui était ce garçon capable d'attaquer de la sorte. Sa main était recouverte d'une énergie spéciale, ce qui étonna Chun, car Luo n'avait jamais été capable de se défendre correctement auparavant. Après la première attaque, Lo a lancé une deuxième attaque. Anger a essayé de manipuler en affirmant que son meurtre ne resterait pas impuni et que la dame ne le laisserait pas passer. Mais cela n'a pas empêché Lo de tuer cette femme. Il a vaincu Angar et s'est levé fièrement en réalisant que c'était la première fois que son corps battait quelqu'un. À son tour, l'homme se met à tomber par terre en demandant grâce, car il se rend compte qu'il peut tout de même se sortir de cette situation. Mais Lo ne l'a pas tué. Il a juste dit que si la situation se répandait, il tuerait l'homme immédiatement. Tanchung a pleuré parce qu'elle n'arrivait pas à croire que ses rêves s'étaient réalisés, que Luo était fort et qu'il pouvait se défendre. Puis Lo rassura sa tante en lui disant qu'à partir de ce jour, personne n'oserait l'intimider. Tous deux se sont magnifiquement mis au soleil et l'homme n'a eu qu'à les regarder, incapable de s'y opposer en quoi que ce soit. Cependant, il pensait toujours que Anger était au 4e stade de la technique de la paume flamboyante. Mais elle ne pouvait même pas blesser Luo. Alors il a peur que Luo ne soit plus l'ordure que tout le monde connaissait et que le vent souffle dans une direction différente maintenant. Tata referme ses paumes et demande à Dieu de la bénir et de la protéger. Mais Lo lui a demandé de ne pas pleurer si souvent, car c'était mauvais pour sa santé déjà fragile, et il a suggéré qu'elle rentre bientôt chez elle. Chun est confuse et dit que Lo n'aurait pas dû le faire parce qu'elle est vieille et qu'elle ne se soucie plus de ceux qui lui arrivent. Et la seule chose qu'elle a demandé, c'est de ne pas parler du pouvoir qu'elle a utilisé aujourd'hui. Mais Lo lui a encore dit de ne pas s'en inquiéter, car il s'en occuperait lui-même. Et Liang, qui a vu sa force aujourd'hui, n'est pas un idiot, et il fera sans doute le bon choix. De plus, le royaume de Daoud est très strict en ce qui concerne les hauts fonctionnaires. Même un prince inutile ne peut s'opposer à un serviteur. Un mois plus tard, Lo était de nouveau assis en position de méditation, essayant de devenir encore plus fort. L'énergie bouillonnait autour de lui, mais il était en parfait équilibre et en paix, et à chaque fois qu'il s'entraînait, il savait une chose. Il devenait de plus en plus fort. Et maintenant, pour atteindre le niveau 6, il a besoin d'une technique du même niveau. Alors il peut facilement faire une percée. Mais Lo n'a pas cette technique. Nous devons donc penser à quelque chose, maintenant que le processus d'entraînement de Lo se transforme en processus de pensée. Au bout d'un certain temps, le même Liang est venu voir Luo et l'a salué comme un jeune maître respecté. Mais Lo ne l'a pas écouté et a simplement demandé
à aller lui parler à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, Luo demande pourquoi Liang est venu le voir. Mais au lieu de répondre à la question, Liang commença à raconter comment il avait jeté Anger du haut de la montagne. Et une telle réponse ne plut pas à Luo. Aussi, lui demanda-t-il à nouveau de lui dire la raison pour laquelle il était venu le voir. Il s'avère qu'il est venu s'excuser, parce que dans le passé, c'était sa faute d'avoir traité le jeune maître et la tante de la sorte. À partir de maintenant, si Luo a des ordres sans ordre, Liang fera de son mieux pour les exécuter. Liang pensait que pendant que le patriarche est en réclusion, le parti provisoire actuel est celui qui n'a jamais été en bons termes avec Luo Tianfeng, Luo Tianba, et Luo va cacher son pouvoir jusqu'à ce que le patriarche sorte de sa réclusion. Dans 6 mois, il aura besoin de l'aide de quelqu'un. C'est une belle occasion de progresser et il doit la saisir. Luo a réfléchi et s'est rendu compte que même si Liang méritait de mourir, il pouvait être utile, et Luo était donc prêt à lui donner une chance. Liang a pris l'initiative et a dit que si Luo avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait l'appeler, parce qu'il essaierait de terminer tous les travaux. À ce moment-là, Luo réfléchissait à la mission qu'il pourrait lui confier, mais il en trouva une. Il avait besoin des écritures des 6 E et 7 et étapes de la technique de la marée. Liang était heureux parce qu'il réalisait que Luo pouvait aller les chercher lui-même, mais parce qu'il voulait cacher son pouvoir, il ne pouvait pas le faire. Mais c'est aussi un excellent moyen de le tester, afin qu'il approuve le fait qu'il peut trouver CS écrit en 3 jours. Luo aimait cette attitude, et il décida que tant que Liang lui serait loyal, il lui donnerait des récompenses. Liang était immensément heureux d'être si bien traité malgré tout. Ce qu'il avait fait par le passé, ailleurs, quelqu'un a parlé d'une technique d'attribut métallurgique appelée technique de l'or centralisateur. Un autre homme a demandé à quoi servait la technique des marées dans ce cas. C'est Liang qui expliquait à l'homme que son neveu, c'est-à-dire Luo, cultivait la technique des marées et avait récemment atteint le 5e stade, mais qu'il n'avait pas d'écriture et que, par conséquent, sa culture s'était arrêtée et qu'il n'avait pas eu le choix et était venu les chercher ici. L'homme a dit à Liang ce qu'il devait savoir. Les techniques de la salle intérieure ne doivent pas se retrouver dans la salle extérieure. Si elles sont transférées dans la salle extérieure, il y aura des casse-cous qui les copieront et les vendront, et ils seront exécutés publiquement. Liang s'en réjouit et dit à l'homme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car son neveu ne réside pas à Tiangdu. Dès qu'il aura appris la technique, il partira d'ici immédiatement. Et si quelque chose arrive, il en prendra la responsabilité et ne tirera pas cet homme appelé Hong vers le bas. Hong sortit une petite boule et l'appela pilule condensatrice de qi et expliqua qu'elle vous permettait d'improviser votre qi et qu'elle durait 6 mois. Bien sûr, Liang remboursera sa dette à Hon, ce qui peut être considéré comme une boule de neige de sa sincérité. Et à ce moment-là, Hon a commencé à partir en affirmant qu'il reviendrait bientôt. 1 heure passe, et Hong arrive avec de bonnes nouvelles. Il apporte les 2 papiers, mais demande d'être prudent, car Liang ne doit pas les perdre ou les abîmer. Il s'est montré très reconnaissant de l'aide apportée et a promis d'aider Hon chaque fois qu'il en aurait besoin. Au moins, il n'a pas déçu la confiance de Lo. Il a donc terminé la tâche avant la date limite. Mais il devrait aussi recevoir une récompense. Liang est venu au manoir et a affirmé qu'il n'avait pas déçu Luo. La rapidité avec laquelle tout a été achevé a vraiment plu à Luo. Il a donc félicité Liang et s'est emparé de ses livres. Liang a entamé la conversation en expliquant que Luo était à jamais son seul maître dans cette vie et qu'il obéirait à tout ordre dépouillé sans poser de questions. Lo a apprécié sa loyauté et lui a permis de ne plus s'agenouiller à l'intérieur. Lo a également ajouté que Chunyi lui avait dit que Liang l'avait suspendu des travaux ménagers. Liang a confirmé ses propos et a expliqué que la tante de Lo ne devait pas travailler là. Même si ses options étaient limitées, c'était la seule chose qu'il pouvait faire.
Il l'apprécie, mais il vaut mieux qu'il n'aille pas trop loin, car cela pourrait attirer l'attention des autres, et s'il a besoin d'autre chose, Lo trouvera Liang lui-même. Liang s'est excusé et a dit qu'il allait partir maintenant. Mais dans son esprit, il pensait que Luo réfléchissait soigneusement à des choses à faire avec Chun. Et Liang a donc décidé qu'il devait revoir les choses qu'il avait faites pour que les plans de Luo ne tombent pas à l'eau. 3 mois plus tard, l'hiver a commencé et toutes les maisons et les routes environnantes ont été recouvertes de neige qui n'a pas cessé pendant très longtemps. Debout à la fenêtre, Luo réfléchit à la difficulté des 6e et 7e étapes. Il lui a fallu 3 mois pour atteindre le milieu de la 7e étape, alors qu'il n'y avait qu'1 mois avant le début du tournoi de talent de cette année. Mais ce n'est pas grave. Il devra prouver ses compétences et entrer dans le palais des vainqueurs en combat. D'ici là, personne ne devrait pouvoir l'arrêter. Bien qu'il ne soit pas sûr d'atteindre le stade 7 lorsqu'il passera le royaume Outien et atteindra le royaume Inné, il sera temps de se venger. Alors il voulait que Past-Lo regarde et s'amuse à battre tous ceux qui l'ont malmené. C'est à ce moment-là que Tante Chon s'est approchée de lui. Et Luo lui a immédiatement demandé, de manière constructive, la raison pour laquelle elle s'était approchée de lui. Elle parlait du fait qu'aujourd'hui était un jour inhabituel, ce que Lo avait apparemment oublié aussi. Après avoir dit cela, il s'est souvenu qu'aujourd'hui était le jour de la mort de sa mère. Chun l'a confirmé. Ce jour-là, mademoiselle et le second maître sont morts. Elle a donc voulu leur rendre visite et offrir ses prières avec Luo. Ils se promenaient sur un sentier construit dans les bois et sont tombés sur un endroit inhabituel. En plaçant les bougies et en priant, il a pensé au fait qu'il était techniquement leur fils et qu'il devait leur rendre hommage. Et il ne voyait pas d'inconvénient à se prosterner 2 ou 3 fois devant eux. Chun demande au père de Lo comment ils vont, puis affirme qu'elle veut aussi aller chez eux pour continuer à les servir. Mais Lo est encore jeune et ne peut donc pas l'accompagner. Elle a commencé à se sentir mal et à réaliser à quel point Lo avait grandi. Mais elle a aussi regretté de ne pas avoir pu s'occuper de lui. À ce moment-là, Lo a ouvert un parapluie pour que Chun ne soit pas trop mouillé. Malgré cette situation, le réveillon du Nouvel An approchait en ville, et la fête annuelle de la famille Lo, les gens disaient que le début de la nouvelle année est toujours le moment le plus festif. D'autres pensaient que la famille Luo était devenue la plus forte de tout Tiandu pour une bonne raison, et d'autres encore pensaient que toute cette famille avait l'air digne, que les décorations et la musique étaient à l'image de la famille Luo. Lo a trouvé que le festival était très animé aujourd'hui. 3 hommes sont montés à cheval et ont ordonné à tout le monde de se disperser. Il s'agit de Luo Tianbas, le second fils de Luo Hao. Lo se souvenait de ces gens. C'étaient ceux qui l'avaient malmené l'année dernière. Il n'en pouvait plus et a demandé un peu de temps pour donner plus d'intérêt à la situation. En raison de cette attaque, les chevaux ont été contraints de s'arrêter. À un moment donné, un cheval est tombé par terre et il s'est précipité dessus. Après cela, Lo a commencé à expliquer qu'il ne parlait que d'un petit intérêt, qu'il serait désagréable qu'il meure ici, et qu'il lui a donc été demandé d'attendre, et que le moment du paiement intégral viendrait quand même. Il n'a pas supporté la pression exercée sur son corps et a perdu l'équilibre. Tout le monde regardait le combat, mais Lo ne voulait même pas regarder. En rentrant chez lui, il tombe sur l'obélisque de la famille Lo. Après avoir compris qu'il fallait faire quelque chose, mais comme il s'agit du patriarche de la famille et de son grand-père, sa bravoure est insondable. Celui qu'ils admirent est vraiment digne d'être le chef de la famille. L'homme le plus puissant et le plus influent de la famille avait pris sa place. Mais le garçon pensa à l'effroi qui régnait lorsque le chef de famille réduisait tout le monde au silence grâce à son aura. Avec lui se trouvait un homme appelé Luo Tianba. Même après la mort de son frère, il a encouragé les gens à boire et à faire la fête. Ils étaient toujours en train de se battre et de lutter pour le pouvoir. Luo a réalisé que si son pouvoir était révélé,
Tianba serait probablement le premier à se sentir inquiet. La famille de Lo se bat pour le pouvoir, mais cela n'intéresse pas Lo. Lorsqu'il atteindra la royauté innée, il s'épargnera le drame de sa famille. 29 générations se sont écoulées depuis que leur ancêtre Qing Feng est arrivé à Tiandu. Aujourd'hui, Luo Xiaong, chef de la 29 et génération de la famille Luo, rend hommage à son ancêtre le dernier jour de l'année. Il a décidé que la gloire familiale devait continuer à être transmise de génération en génération comme auparavant. Le vieil homme demanda aux assistants de porter le sacrifice. La victime était une bête démoniaque, un ligre, et c'est une espèce adulte. Certains disent que les griffes acérées de cette bête peuvent trancher les Japonais dorés comme du tofu. La meilleure chose à ce festival est le ligre. Tous les humains ont également compris qu'il s'agissait d'une bête démoniaque de première classe qu'ils voulaient utiliser comme sacrifice. Ils ont installé la cage et l'ont ouverte. La créature est instantanément sortie de la cage et s'est mise à la recherche d'une victime. La créature était très rapide et très forte, ce qui a effrayé beaucoup de gens. Luo voulait comprendre ce qui allait se passer. Il se demanda s'il s'agissait d'un pouvoir dépassant le domaine inné. Cette bête démoniaque n'eut même pas le temps d'attaquer. Elle fut immédiatement saisie dans les airs. Tianba a facilement coupé la tête de ce monstre, ce qui a instantanément montré son niveau de force. Luo fut surpris par cette unité avec l'épée. Il réalisa que Tianba était au sommet du royaume houtien et seulement à un pas du royaume inné. Il n'avait jamais pensé qu'il y avait autant d'experts dans ce monde. Le chef de famille a également démontré sa puissance en se jetant en l'air avec la tête de la créature grâce à sa puissance de feu. Se tenant la tête dans la main, il ordonne à tout le monde de s'agenouiller et de se prosterner devant les ancêtres, en signe de respect. Lo a décidé que c'est le pouvoir qu'il doit améliorer et qu'un jour, il le surpassera et se hissera au sommet de ce monde. Le chef de famille a annoncé le début du tournoi annuel. Ceux qui ont atteint le niveau 5 ou plus peuvent se rendre dans la salle de combat intérieure. Le cristal derrière la tête était un trésor de leur famille. Il s'appelait la pierre de mémoire et ils l'utilisaient pour mesurer leur niveau de force. D'un seul coup de paume, ils pouvaient déterminer le niveau de force des gens en se basant sur la mort d'un marqueur de paume. Le premier à sauter était Luo Feng, qui pensait pouvoir être le meilleur. Il utilisa une capacité appelée la paume d'or décisive. Le gars a frappé le cristal aussi fort qu'il le pouvait. Il avait une profondeur de 5, four-pouce, une palme d'or de niveau 5 très tôt. Il est très satisfait de ce résultat, car il a réussi à obtenir au moins le minimum pour participer. Lo a été approché par un type qui a entamé un dialogue sur le fait qu'il n'avait pas vu Lo depuis 1 an et qu'il pensait qu'il avait beaucoup grandi et que la famille de Lo avait amélioré le fourrage de ses serviteurs. Il a été défendu par une fille nommée Luo Binyun, la cousine de Luo. Luo commence à se rappeler qu'il s'agit de la deuxième fille de l'oncle Tian Shuang et de l'un des rares membres de la famille Luo à bien traiter Luo. Un autre gars à côté de lui a commencé à rire en disant qu'il n'avait vraiment pas vu Lo depuis l'année dernière et qu'ils avaient réalisé qu'il aimait toujours se cacher sous les jupes des femmes. Cela a énervé la sœur, qui a donc décidé de défendre Lo à nouveau. Mais ce n'était pas nécessaire, car Lo était déjà capable de se débrouiller seul. Il dit donc à son frère que les routes étaient glissantes et qu'il devait faire attention où il allait. Il ne s'attendait pas à cela et ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez Lo. Comment osait-il parler ainsi à son frère de 17 ans? L'un des frères se souvenait d'une rumeur selon laquelle Lo avait été battu d'1 demi-mètre d'un seul coup de poing il n'y a pas si longtemps. Mais c'est le 17e frère lui-même qui n'allait pas tolérer une telle humiliation en sa faveur. Mais Lo ne s'est pas arrêté là et a commencé à parler des rumeurs qui ont circulé dernièrement selon lesquelles le 17e frère aurait eu une forte augmentation de la côte droite hier. Et Lo est donc un peu inquiet. Cela a rendu son frère encore plus furieux et il a décidé de donner une leçon à Lo. L'autre sœur pensait qu'il était juste héroïque
et lui a demandé d'arrêter de provoquer son frère, parce qu'elle pensait que Lo ne pouvait pas le supporter. Elle commença à prétendre qu'aujourd'hui était le tournoi annuel, et que 17 frères avaient osé semer la zizanie, et que pour cela, ils pourraient être punis par les anciens. Seventine. Le frère a compris qu'il valait mieux ne pas se disputer, et a donc décidé d'être indulgent et de laisser Lo tranquille pendant un certain temps. Lo remercia sa sœur pour son aide, car il avait rarement quelqu'un pour le protéger, et elle était l'une de ces rares personnes, mais la sœur elle-même trouvait cela normal, car qui d'autre protégerait un garçon stupide si ce n'est sa sœur? Mais elle pense toujours que ce Luo Hao, le 17 frère, est vicieux par nature, et elle craint qu'il n'essaie de nuire à Luo à l'avenir. C'est pourquoi elle pense que cette fois, Luo a été trop impulsif. Mais Lo lui demanda de ne pas s'inquiéter, car il y avait des règles familiales que même lui n'aurait pas osé enfreindre. Sa sœur fut surprise d'une telle confiance de la part du petit Lo qu'elle avait connu dans le passé. L'homme qui se tenait près du cristal a déclaré que la vérification du pédigree de base était terminée. Mais tous n'ont pas été appréciés, à l'exception de Lo, qui l'a explicitement déclaré. Tous les gens se sont mis à rire parce qu'ils avaient reconnu Lo. Il était connu comme le célèbre perdant qui ne réussirait jamais cette évaluation de sa vie. L'oncle a protesté lorsqu'il s'est souvenu de qui il s'agissait, parce qu'il pensait que les gens comme Lo ne devraient même pas avoir la possibilité d'être évalués. Mais le chef a décidé qu'il devait passer le test, et il a ordonné à son oncle de le laisser entrer dans le cristal. Bien sûr, son oncle ne pouvait tout simplement pas désobéir à un tel ordre, et il a donc approuvé le fait que le dernier de la lignée du clan, Lo, soit apprécié. Il a commencé à monter les escaliers, mais à un moment donné, quelqu'un l'a attrapé par le bras. C'est l'autre sœur qui a demandé à Lo s'il était sûr de vouloir passer l'évaluation. En se retournant, il a fait un clin d'œil et a demandé à Sister Binyun de ne pas s'inquiéter, d'attendre de voir comment il allait se présenter et être évalué. Elle pensait que c'était un enfant stupide qui cachait probablement des secrets à sa sœur. Lo a compris qu'il était temps de se montrer, de révéler à tous à quel point il était fort, ce qu'il pouvait accomplir malgré tous ceux qui ne croyaient pas en lui. En s'approchant du cristal, il frappa sa paume de la main aussi fort qu'il le pouvait. Tout le monde a été surpris par cela, mais sa profondeur était de 5 pouces et 3 pouces, art de la force de la marée, niveau 5, stade moyen. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'il s'agissait du même Lo, le célèbre perdant naturel au méridien bloqué, et lorsqu'ils apprirent qu'à 16 ans, il était au milieu du niveau 5, ils réalisèrent qu'il avait atteint le niveau 5 au moins dès l'année dernière. Personne ne comprenait comment Lo pouvait échouer, car il n'est rien de moins qu'un génie. Et même le chef a fait l'éloge de Lo pour ses capacités. L'actuel Lowe's a dit à l'ancien propriétaire de ce bâtiment que c'était la gloire qu'il voulait depuis le début. Lo pensait au fait qu'il avait perdu le titre de déchet. Mais ce qui le dérangeait le plus était cet homme. Mais ce n'étaient pas toutes les cartes qu'il avait dans sa manche. Et cet homme ne pouvait pas comprendre comment Lo avait réussi à devenir si puissant. À ce stade, l'évaluation du pedigree est terminée et l'on commence maintenant à évaluer les enfants de la branche de la famille. La sœur est surprise et commence à demander à Lo quand il a atteint le niveau 5 et pourquoi il ne lui en a pas parlé plus tôt. Lo répondit que sa culture était une longue histoire, mais il se rendit compte qu'il allait devoir trouver une excuse plausible. Lo a demandé à sa sœur si elle savait ce qui s'était passé il y a 6 mois lorsqu'il a été battu. Il a commencé à raconter une histoire fictive selon laquelle, alors qu'il était sur le point de mourir, un vieil homme est apparu et lui a fait prendre une pilule bizarre. Et il a également cessé d'avoir des difficultés à s'améliorer. Voici l'histoire qu'il a inventée pour sa sœur. Mais même avec cette histoire, la sœur était surprise qu'il existe une pilule qui permettait à Lo de passer de rien au niveau 5 en 6 mois. Lo ne s'est pas arrêté là et a ajouté qu'il bénéficie également d'un soutien incroyable, de sorte qu'aucun d'entre eux ne peut encore lui faire quoi que ce soit. Il a juste besoin d'un peu plus de temps
Et lorsqu'il atteindra le royaume inné, tous ceux qui le regardent de haut en auront pour leur compte. L'oncle tapa sur le gond et approuva qu'à la fin de cette année, en plus des fours membres de la famille principale et des 12 personnes de la famille secondaire qui avaient atteint le 5e niveau, il pourrait entrer dans le palais de bataille intérieur. Il a également ajouté qu'il y aura un endroit où ceux qui n'ont pas atteint le niveau 5 seront déterminés et qu'ils auront un match d'élimination. En entendant cela, quelques personnes ont surgi de la foule. Law s'est rendu compte qu'il allait s'agir d'une véritable bataille et qu'elle serait plus passionnante que ce que l'on peut voir à la télévision. 4 personnes sont entrées dans l'arène, dont une fille qui a vaincu tous les autres d'un seul coup de poing. Law a remarqué qu'elle les a tous sortis de l'arène à elle seule et qu'en termes de compétences, c'est une force avec laquelle il faut compter. C'est alors que l'oncle mit officiellement fin à ce tournoi, puis confirma que ceux qui s'étaient qualifiés pour entrer dans la salle de combat intérieure devaient se rassembler dans le Putaïda de la salle de combat d'élite, le palais militaire. En arrivant sur place, Law a vu l'homme qu'il avait battu à mort, et il s'est rendu compte que les ennemis se croisent souvent dans des endroits inattendus. Les gens ont commencé à s'approcher de lui en affirmant que des rumeurs circulaient sur Law, l'expert qui lui avait sauvé la vie avec une pilule miracle. Et cet homme ne comprenait pas pourquoi, si cette pilule existait, ce vieil homme n'était pas venu sauver son fils, parce que son talent était bien meilleur que celui de Law. Les hommes ont pointé leurs armes sur lui et lui ont dit que la racaille de Law n'était pas admise dans cet endroit et qu'il devait donc partir. Law a prétendu qu'il ne savait pas de quoi il parlait parce qu'il était lui aussi qualifié et qu'il ne devait donc pas être considéré comme un rabatteur. Lorsqu'il entendit cela, l'homme se contenta de rire, car il avait toujours considéré Law comme un faible, et il continuerait à le faire. C'était frustrant pour Law lui-même, parce qu'il s'est rendu compte qu'il devait faire les choses complètement différemment. Il n'a pas eu d'autre choix que de montrer sa force à l'entraînement, prouvant ainsi directement qu'il avait le droit d'y aller. Les gardes ne savaient pas à quoi s'attendre, mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, Law était déjà en train d'attaquer les 2 gardes d'un seul coup et sans grande difficulté. Il les a projetés à quelques mètres en l'air. L'homme s'est mis en colère, ne comprenant pas comment Law a osé lever la main sur la soi-disant garde de fer. L'homme a donc décidé qu'il valait la peine de donner une leçon à ce garçon stupide, et il a ordonné à tout le monde de l'attaquer. Mais même ainsi, il était aussi calme qu'il pouvait l'être, car il savait que tout ce qu'il avait fait n'avait pas été perdu, qu'il était devenu plus fort et qu'il avait maintenant la force de gagner. L'un des gardes a affirmé que les règles du clan avaient commencé à stipuler que ceux qui manipulaient inutilement des tessons de fer pendant leur service, indépendamment de leur identité ou de leur statut, étaient passibles de la peine de mort. Le fait que Law soit l'héritier de la famille Law ne l'excuse pas, mais Law se moque de ceux qu'ils disent, parce qu'il pense que ceux qui enfreignent les règles sont les gardes et cet homme, mais pas lui. Luo a continué à dire que, durant le tournoi de cette année, il a gagné la qualification pour entrer dans le palais de bataille intérieur en atteignant la force du milieu du 50e stade. Et toute la famille Luo le sait, mais ils osent aller à l'encontre de la règle familiale pour l'arrêter. Battus, ils ont prétendu que la famille avait donné à Law l'autorisation de devenir un chien pour cet homme appelé Law-san, et ils ont également essayé de se faire pardonner en disant qu'il serait honteux d'abuser du pouvoir qui leur avait été donné. À ce moment-là, le même Sang qui était très en colère contre Law a surgi brusquement de la foule. Il l'a traité de déchet sans valeur et lui a demandé de répéter ce que Law avait dit plus tôt. Mais cette fois-ci, Law n'a pas eu peur et a pris toute la situation comme un vieux chien qui voulait essayer de se battre. Quelqu'un les a alors arrêtés. C'est un oncle qui leur a demandé ce qu'ils faisaient. Law a tout de suite compris que son oncle l'observait depuis un moment et qu'il avait décidé de sortir et de faire semblant d'être un homme gentil et que ce qu'il faisait maintenant était un test pour Law, qui a compris que sa vie allait être bien pire à partir d'aujourd'hui.
Son oncle lui demanda à nouveau ce qui s'était passé ici, ce à quoi Lo répondit sans tarder en lui disant qu'il avait reçu aujourd'hui l'autorisation d'entrer dans la salle de combat d'élite. Mais le vieux chien de Lo-san, pour une raison inconnue, rend les choses difficiles pour Lo. Lo espère donc que son oncle prendra les mesures qui s'imposent, après quoi Lo a demandé à son oncle de donner son avis sur la situation. L'oncle a interrogé Lo-san sur la véracité de ses propos, mais Lo-san a nié, affirmant que Lo avait essayé de passer par la porte d'entrée sans dire un mot. Les gardes ont donc arrêté Lo, mais il a fini par les blesser gravement. Et Lo-san ne l'a pas dérangé intentionnellement. Après avoir entendu cette histoire, l'oncle a déjà demandé à Lo la fausseté de l'information. Lorsque Lo a vu tout ce spectacle, il a compris qu'ils étaient dans le même bateau et qu'ils voulaient tous les deux annuler sa qualification, tout en s'amusant apparemment à essayer de se justifier. Cependant, Lo ne s'est pas laissé déconcerter et a commencé à affirmer que la première chose qu'il a faite en arrivant ici a été d'appeler le troisième ancien et que Lo-san mentait ouvertement à son oncle devant tout le monde. Lo a alors décidé de les manipuler et de prétendre que son oncle n'était pas encore devenu sénile et qu'il pouvait voir à travers leurs mensonges. L'oncle s'est rendu compte que Lo était devenu beaucoup plus intelligent et plus délicat dans ses paroles. Il savait maintenant comment rejeter sournoisement la responsabilité sur autrui et utiliser le nom de l'oncle pour le faire taire. Compte tenu de tous ces faits, l'oncle s'est rendu compte que Lo ne devait pas être sous-estimé. Pour calmer le jeu, l'oncle a parlé d'un malentendu et a demandé à Lo-san d'écouter plus attentivement ce que les gens disaient la prochaine fois. Luo-san a compris qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille et qu'il valait mieux baisser la tête et se sortir de cette situation le plus doucement possible. N'ayant pas le choix, l'oncle ordonne à Lo de le suivre, ce que Lo n'a certainement pas refusé, et en tant que gagnant, il va entrer dans cette pièce dès maintenant. Il marchait dans la forêt d'hiver, et le chef leur dit qu'une fois dans le palais de bataille intérieur, ils pourraient choisir et apprendre les techniques de combat de la salle de bataille sacrée, car cette salle était le cœur de leur famille, et à l'intérieur se trouvaient des écritures vieilles de plusieurs milliers d'années, et le choix d'une seule écriture serait bien meilleur que n'importe quelle écriture de la salle de combat de l'élite. Ce groupe s'approcha, et l'oncle commença à expliquer que, sur ordre du patriarche, lui, Luo Tianba, avait amené les disciples nouvellement convertis du palais de la bataille intérieure à choisir une écriture. C'est alors qu'un homme sortit du temple. Il était surpris que cela fasse déjà 1 an et espérait que le patriarche allait bien. L'oncle remercia l'aîné Luo Yi. L'aîné l'a apprécié. Lo, qui se tenait en face de lui, savait que l'expression des oreilles de l'ancien était incroyable, car c'était comme s'il pouvait voir à travers Lo. Et en regardant Lo, l'ancien a dit que les jeunes arbres n'avaient pas l'air mal en point cette fois-ci. Il les a alors laissés partir, en précisant qu'ils pouvaient entrer, mais que Tianba devait informer tout le monde des règles en vigueur. Une fois à l'intérieur, il commença à leur expliquer qu'il se trouvait au rez-de-chaussée de la salle des guerriers saints, divisée en 6 catégories principales, en fonction de la nature de la technique, et vous pouvez vérifier son attribut en fonction de sa couleur. Tous les étudiants n'ont eu accès aux écritures qu'à cet étage, et aucune ne peut être retirée. Ils doivent donc tout écrire, ce qu'ils ont 2 heures pour faire. Et au cas où ils voudraient revenir ici à l'avenir pour apprendre d'autres techniques de combat, ils devront prouver leur valeur. Mais ce n'est pas si simple. Il faut garder à l'esprit que la première technique de combat qu'ils choisissent est extrêmement importante. De plus, ils ne peuvent consulter que les écritures du rez-de-chaussée et ne sont pas autorisés à entrer au 2e étage. Lo remarqua alors une forte aura émanant du bout des escaliers. Apparemment l'aîné Luo Yi qui le surveillait, mais maintenant que sa technique de marée a atteint le niveau 7, Lo n'a plus besoin que d'une écriture de niveau 8 pour avancer. Comme Lo l'a réalisé, il n'y a pas de technicien de niveau 8 à cet étage.
et ils sont probablement au premier étage. S'il essayait de monter là-haut avec sa force actuelle, il mourrait probablement. Il décida donc de le mettre de côté et de chercher une autre technique pour se cultiver. Il y avait beaucoup de livres avec différentes techniques, comme l'arrangement de nuages de palmiers, le corps de lumière fluide, l'écriture de l'épée azur, et Low remarqua alors un titre amusant qu'il trouva intéressant, la pluie éthérique fluide. Il s'est rendu compte que s'il pouvait comprendre le flux éthérique de la pluie jusqu'au 3e niveau, alors il pourrait augmenter un peu la valeur réelle du mât d'eau. Et on dit que la valeur réelle du mât d'eau est l'une des plus puissantes au monde. C'est bizarre. D'après cette logique, il devrait être placé à un étage plus élevé, mais il est ici. Quoi que cela signifie, il a décidé de regarder les autres techniques et de les mémoriser, car elles seraient beaucoup plus utiles au début. 2 heures plus tard, l'oncle a déclaré que le temps était écoulé et que tout le monde devait s'arrêter là. Puis il commença à raconter que dans 2 mois, tous ceux qui étaient ici entreraient dans l'île du ruisseau des nuages pour s'entraîner. Et il espérait donc que tous profiteraient de cette période pour devenir plus forts grâce aux nouvelles techniques qu'ils avaient apprises ici. Low se demanda ce que son oncle entendait par se battre pour l'honneur de la famille Low. Et Low décida de supposer qu'ils allaient se battre pour quelque chose sur l'île du ruisseau des nuages. En arrivant à la maison, il fut accueilli par tous les serviteurs et chacun d'eux salua Low comme son maître. Il manquait déjà à Tante Chun, et quand elle l'a rencontré, elle lui a dit que c'était le pavillon du ciel brûlant qui avait été ouvert spécialement pour Low. Il trouva cela vraiment merveilleux, et à ce moment-là, une autre connaissance se tenait derrière lui et l'interpella. C'était la sœur de Binyoun. Elle a commencé à parler de ce qu'elle avait entendu à propos de ce pavillon au ciel brûlant, qui était généralement donné à la 2e génération de la famille, et qui n'était presque jamais donné à ceux qui appartenaient à la 3e génération. Lowe se rendit compte que ses récents exploits avaient apaisé les plus hauts responsables de la famille, et il décida que si sa sœur l'appréciait, il ne verrait pas d'inconvénient à partager le pavillon avec elle, mais elle ne pouvait pas accepter un cadeau aussi généreux. Après cela, Lowe a été interrogé sur la technique qu'il avait choisie, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une technique d'épée. Et en entendant cela, sa sœur a voulu lui donner une épée pour qu'il puisse s'améliorer plus rapidement. La sœur a également décidé de dire à Lowe que tous les serviteurs ici avaient été placés par ceux d'en haut, et qu'il fallait donc être particulièrement prudent, car il pouvait y avoir des espions parmi eux. À un autre moment, la nuit, Luo sortit dans la forêt et pensa qu'il y avait trop d'yeux dans la résidence de Luo, et que l'endroit le plus sûr était la tombe de Luo Tianfeng, car personne n'irait là où personne n'était invité à aller. Mais en arrivant, il a vu quelqu'un assis, et cette personne lui était familière. Il s'est avéré que cet homme s'attendait à ce que l'eau soit là, pour être plus exact. Il s'attendait à ce que l'eau soit là, pour être plus exact. Il s'attendait à ce que l'eau soit là. À la surprise de Lowe, c'est le patriarche qui lui a demandé s'il le détestait, parce qu'il n'avait pas fait du bon travail en tant que grand-père. Cependant, Lowe a expliqué qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait de la haine pour lui, car dans ses souvenirs, il ne se souvenait pas de lui. Mais ce vieil homme est un patriarche. Donc, naturellement, un patriarche a beaucoup de choses que Lowe peut comprendre. Le patriarche a compris la réponse de Lowe et a commencé à dire que maintenant qu'il en était arrivé là, il voulait dire que malgré tout, Lowe était toujours un membre de sa famille et qu'il espérait que Lowe s'en souviendrait. Le livre que Lowe a reçu était un livre sur la technologie des marées des niveaux 8 à 10. Bien que le patriarche ne connaisse pas la méthode utilisée par Lowe pour cacher son véritable pouvoir, même lui n'a pas pu la voir au premier coup d'œil, Lowe devrait néanmoins améliorer cette méthode pour qu'elle soit plus efficace. Après tout, il faut toujours se méfier. Comme Lowe s'y attendait de la part du patriarche de la famille millénaire,
Ses connaissances et son sens de l'observation sont extraordinaires, mais c'est arrivé juste au bon moment. Et maintenant, la technique de marée de l'eau peut enfin atteindre le niveau 8. Comme prévu, le niveau 8 est beaucoup plus difficile que le niveau 7, mais Lo l'a mémorisé par cœur. Bien que Luo Hong soit le patriarche, il doit quand même choisir un endroit aussi stérile pour donner les écritures à son petit-fils. Il semble que les règles soient très strictes, et Luo pense qu'il est préférable de détruire les preuves le plus tôt possible. Puisque le patriarche avait fait cette faveur à Lo, il ne voulait pas non plus perturber la vie du patriarche. 2 mois s'étaient écoulés, et Lo avait pratiqué ses coups sur une grosse pierre. Il a dit que c'était faux, d'après les écritures de la technique de l'épée azur. Après avoir atteint la fin du niveau 1, la lumière des 7 épées est capable de se répandre en centaines de faisceaux lumineux aigus. Luo l'avait déjà cultivé jusqu'au niveau 7, mais cela n'améliorait rien du tout, et il se demandait donc ce qu'il faisait de mal exactement. Il s'est mis à pleuvoir, mais pas la pluie habituelle. C'était un torrent de pluie éthérique. La pluie devenait de plus en plus forte et tombait directement dans l'étang voisin. Et c'est à ce moment-là que Lo a décidé qu'il allait obtenir ce qu'il voulait maintenant. Il commença à utiliser une technique qu'il appelait le ruisseau de pluie, qui faisait se former de l'eau autour de son épée. C'était le flux du ki de l'épée, qui semblait très efficace dans la performance de Lo. L'entraînement de Lo a été remarqué par d'autres personnes présentes, dont sa sœur, mais il n'en tint pas compte et resta dans son propre monde, pensant que la pluie était arrivée juste à temps, que la persévérance menait au succès et que cette technique de l'épée d'azur véritable avait un pouvoir exceptionnellement puissant, est une vérité de Lo que personne n'a jamais atteinte. Lo s'est demandé comment ce serait, car il atteindrait sûrement cet état dans sa vie. La technique de l'épée d'azur terrifie même Lo, qui l'utilise si immédiatement qu'elle épuise toute son endurance. Lo s'est rendu compte qu'il devait être prêt à l'utiliser. Les gens cherchaient la source de ces bruits et lumières, et se sont rendus compte qu'il y avait eu une explosion, ce qui a amené tout le monde à se demander ce qui s'était passé. Ce n'est que maintenant que Lo a remarqué les gens et s'est rendu compte qu'il avait fait tant d'histoires, bien qu'il n'y ait pas compté, et qu'il était trop tôt pour s'exposer maintenant. Lorsqu'ils sont arrivés au bon endroit, ils ont vu la fosse et ont été choqués de voir les roches émiettées qui s'étaient transformées en glace cristalline, ce qui leur a fait comprendre que cela avait été fait par la technique de l'attribut de l'eau. L'un des hommes s'est rendu compte que seul un expert de niveau 7 pouvait faire cela. Cependant, l'oncle a contesté cette affirmation et a déclaré que, compte tenu de la zone touchée, l'opération n'a pas pu être réalisée par un expert de niveau 7 et il craint qu'elle n'ait pu être réalisée par quelqu'un du domaine inné. Cette hypothèse mettait tout le monde mal à l'aise, car elle signifiait qu'il y avait un expert du même niveau que le patriarche. La sœur décida immédiatement de rapporter à la famille qu'un expert du domaine inné se trouvait au fin fond des montagnes. La fille est entrée et a déclaré qu'elle avait cherché Lo toute la journée et qu'elle voulait savoir où il était allé. Il a expliqué qu'il cultivait dans le fond de la montagne et il s'est également demandé pourquoi sœur Binyoun le cherchait, ce à quoi elle n'a pas répondu, mais lui a demandé s'il était dans le fond de la montagne. Lo ne comprend pas pourquoi elle est si inquiète et lui demande ce qui s'est passé. Sous le coup de l'émotion, elle déclara qu'ils avaient trouvé les traces de pas d'un expert inconnu qui se trouvait dans le royaume inné et qui avait pénétré dans la montagne de la famille Lo. Luo eut un regard surpris en entendant cela, mais il réalisa que la personne dont parlait sœur Binyoun était lui. Mais Luo ne comprenait pas une chose. Depuis quand était-il devenu un expert dans le domaine inné? Il se rendit compte qu'il fallait faire quelque chose et demanda pourquoi il pensait que l'homme était un expert dans le domaine inné. Et comme elle l'expliquait, le 13e ancien leur dit qu'il y avait une aura innée qui tourbillonnait autour des environs. En entendant cela, Lo a commencé à réfléchir et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un flux, et qu'en le compliquant avec un flux, il était possible de dégager la véritable signification
de la congénialité, un sentiment qui ne peut être enseigné verbalement, mais seulement ressenti par lui-même, et qui peut l'aider à entrer dans le royaume inné une fois qu'il aura atteint le sommet du royaume de Hongtian. Après avoir terminé ses réflexions, Lo décide de demander à la famille comment elle va s'y prendre pour régler le problème. La sœur a répondu que la famille n'avait encore rien fait. Tout ce qu'elle a dit, c'est de ne pas y aller trop souvent. Et aussi que le 5 mars, ils iraient sur l'île de Cloudstream et qu'ils devraient donc travailler plus dur pour améliorer leur technique. Après avoir entendu cela, Lo a promis qu'il travaillerait dur pour l'obtenir. Nous sommes le 5 mars. On peut voir les énormes bateaux sur le quai. Et il y avait un tas de gens qui marchaient autour d'eux. Lo et sa sœur montaient à cheval et profitaient de chaque instant de la journée. Sur le quai, ils furent surpris par la multitude de gens. Et la sœur commença à leur raconter que dans la famille Lo, ceux qui n'avaient pas atteint le 8e niveau et n'avaient pas dépassé l'âge de 30 ans devaient être formés chaque année sur l'île du flux de nuages. Et qu'au fil du temps, le nombre de personnes augmentait de plus en plus. Luo a ensuite demandé à Binyun ce qu'ils allaient faire ensuite, ce à quoi elle a répondu qu'étant donné qu'il était un débutant, ils étaient déjà assignés à leur petit groupe, et elle a donc demandé l'autorisation de l'y emmener. De plus en plus de personnes ont commencé à se rassembler dans ce lieu. Un type qui discutait avec le 23 et frère et la 23 et sœur de Yoon est entré, demandant à rencontrer les personnes présentes. À ce moment-là, un autre homme s'est approché et a commencé à dire qu'il n'y avait pas lieu de faire cela, que tout d'abord il avait rencontré Lo et s'était présenté sous le nom de Singh, et qu'il avait dit que si Lo voulait lui montrer un peu de respect, il devrait l'appeler frère Singh, et que sinon, il devrait simplement l'appeler Chauve. Lo Singh, le Chauve, est le vice-capitaine de leur groupe. C'est son caractère. Et le type sur le cheval espère que Lo n'y verra pas d'inconvénient. Ce à quoi Lo répond qu'il n'y verra pas d'inconvénient en raison de la rectitude du frère de Singh et demande également à l'appeler Baby au lieu de 23 Brother. Le Chauve a apprécié que Lo l'appelle frère. Il l'a donc apprécié. Et une fois qu'ils auront atteint l'île du ruisseau des nuages, Lo pourra lui poser des questions, et l'autre voulait simplement s'entendre avec lui au cours de l'année à venir. À ce moment-là, une autre personne est arrivée, et tout le monde a été choqué. Cette année, c'est le 3e oncle qui devrait diriger l'équipe, et le seul à côté du 3e oncle est son fils, Luo Yan. Ce type a commencé à prendre les commandes. Il a dit qu'il y avait 5 groupes sur un seul navire, donc tout le monde doit descendre et embarquer de son côté. Les autres ont compris qu'ils devaient descendre aussi. Ils étaient le 3e groupe, et ils sont montés à bord du premier bateau. Le dernier ordre à terre était de jeter l'ancre et de mettre les voiles. Lo se tenait sur le bord du pont, et quelqu'un à proximité l'a interpellé. Il s'est retourné et a vu sa sœur Binyun. Il lui a demandé si elle allait bien. À ce moment-là, ils aperçoivent Lo Hao de l'autre côté et décident de l'appeler. La sœur commence à dire à Luo que Luo Hao est un homme rusé et mesquin, et qu'il ne s'est probablement pas encore remis de ce que Luo lui a fait au début de l'année, et pendant la période où ils étaient à la maison, il était troublé et n'osait pas se venger de lui. Mais maintenant qu'ils vont sur l'île du ruisseau des nuages, elle a peur. Lo commença à penser que l'île du ruisseau des nuages était un endroit extrêmement dangereux, et qu'il était donc facile d'y mutiler ou d'y tuer quelqu'un. Puis elle a ajouté qu'une fois arrivés sur l'île, ils devraient rester collés l'un à l'autre, afin que Luo Hao ne vienne pas chercher des ennuis. Sa sœur lui a pris la main, et Lo lui a demandé quelle était la taille de l'océan. Ce à quoi elle a répondu qu'à moins de 500 km de la ville se trouvaient les eaux territoriales, tandis qu'au-delà de 500 km se trouvaient les eaux territoriales extérieures. La sœur a poursuivi en disant que peu de gens savent à quoi ressemblent les eaux territoriales extérieures. Mais la légende veut que ce soit un endroit où les bêtes démoniaques se promènent librement.
et qu'il est donc interdit d'y pénétrer. Lowe, quant à lui, commença à raconter que les eaux territoriales extérieures avaient été chaotiques récemment. Comme lorsque la famille Su était sortie, ils avaient été accueillis par une bête lézard de niveau Nin. En entendant cela, la sœur espérait seulement que leur voyage se passerait bien cette fois-ci. Il regarde le soleil en pensant que ce monde est rempli d'artistes martiaux et de bêtes démoniaques. C'est vraiment fascinant. Une fois qu'il aura atteint le royaume inné, il voudra certainement voyager dans cet univers. Au bout d'un moment, alors qu'il dormait sur le pont, l'eau s'est mise à monter brusquement. Lowe en déduit qu'une bête démoniaque a envahi le navire. Mais il a vu quelque chose qui l'a vraiment effrayé. C'était une bête énorme devant laquelle fuyaient tous les gens du bateau. Le monstre marin est bien plus grand que le navire lui-même. Mais les hommes n'ont pas l'intention de se rendre. Au contraire, ils se préparent au combat. À un moment donné, le serpent a décidé de s'éloigner un peu. Mais même à distance, il peut attaquer le navire. Tous les gens autour, sauf ma sœur, ont été projetés en l'air. Le serpent plana alors directement au-dessus de sa sœur, apercevant un autre repas d'œufs. Mais comme il est très grand, elle ne pouvait rien faire, surtout avec une mauvaise jambe. Il n'allait pas s'arrêter là et a commencé à briser le navire avec son corps. Lowa a alors emmené sa sœur, réalisant que la situation était vraiment désastreuse. Le plancher sous eux s'est brisé, parce que le monstre a brisé cette partie du navire. Le monstre n'a pas tardé à attaquer Lowe lui-même, essayant délibérément de le tuer. Les 3 hommes translucides se sont levés et ont affirmé que le 3e oncle de Luo Tianxing pouvait s'occuper du monstre. La technique de feu du 3e oncle ayant déjà atteint le stade 9, il se précipita sur le monstre en le qualifiant d'animal. Ce coup de poing a fait de sérieux dégâts au monstre. Ensuite, mon oncle m'a ordonné de bloquer le monstre dès que possible. Les députés se sont empressés d'utiliser tout leur pouvoir pour bloquer le monstre. Il s'agissait d'une attaque combinée qui aurait dû fonctionner. Le coup a été très fort, et c'est grâce à lui que le peuple a remporté la victoire. Les gens ont été surpris que le 3e oncle ait tué la créature marine. Ils ont commencé à l'idolâtrer, parce que personne d'autre ne pouvait s'occuper du monstre. Luo réalise à nouveau qu'il y a tant d'experts dans sa famille, qu'il se demande combien il y en a dans ce monde, et qu'il ne peut qu'atteindre le sommet de ce monde dans cette vie. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'il s'agissait de l'île du ruisseau des nuages. Le brouillard était énorme, et ils allaient devoir vivre ici pendant 1 an. Alors qu'ils marchaient dans la forêt, l'oncle leur disait que le camp de la famille Lo se trouvait plus loin, et que si quelqu'un était gravement blessé, il devrait retourner le voir pour être soigné, sinon il risquait de mourir accidentellement. Tous sont arrivés au bon endroit, là où il y avait peu de bâtiments à habiter. Luo demande quel genre de garde il y a ici, car il y a des gardes de la famille Luo dans le pavillon. Ce à quoi la sœur répond que ces gens sont des soldats du pays de Dahua et que la famille Luo n'est pas la seule à pouvoir s'entraîner ici. Il dépose doucement sa sœur sur le canapé et lui dit de se reposer. Déjà à l'intérieur, l'autre homme a commencé à parler à Luo de sa période de convalescence. En son temps, cet homme devra demander à Luo de s'occuper de Xiaoyi. Un homme a commencé à dire aux gens qu'après la mise en place de la pilule du dragon-tigre, chacun d'entre eux examinerait et évaluerait la situation des groupes individuels. La pilule du dragon-tigre intéressait Luo, car elle permettait à un artiste martial du royaume de Wutian d'atteindre le stade suivant 6 mois après l'avoir consommé. Et une fois qu'il aurait atteint le stade 9 et l'aurait mangé, il pourrait facilement atteindre le stade 10. L'homme disait à Lo que pendant les 3 premiers mois, il ne participerait à aucune mission et qu'il s'entraînerait plutôt contre des bêtes démoniaques de niveau 5 et 6. Il a également demandé de faire attention à tout le monde, car ils ont des bêtes démoniaques de niveau supérieur à 5. Même si leur niveau n'est pas élevé, leur nombre est énorme, et s'ils veulent tous les énerver, il faudra prendre les choses en main. Et presque immédiatement, ils en ont rencontré un qui se dirigeait dans leur direction. Il s'agissait d'une bête démoniaque de niveau initial 5, un sanglier à la nuque raide.
Bien qu'il ne soit pas rapide, son bouclier n'est pas faible, et ses yeux sont son point faible. Après avoir entendu cela, Law a réalisé qu'il ne pouvait tout simplement pas reculer lors de son premier combat contre la bête démoniaque. Il avait besoin de cacher sa force. Alors il pense qu'il peut utiliser la force d'un médium de stade 5 pour maîtriser un sanglier efflanqué. Mais au moment où Law s'apprêtait à attaquer, le sanglier l'a senti. Le sanglier s'est immédiatement mis en position de combat. Réalisant qu'il se trouvait face à un adversaire redoutable, lorsqu'il s'est attaqué à Law, il était déjà sur la défensive. Lorsque le sanglier s'est approché, Law s'est levé d'un bond, tente alors une contre-attaque immédiate, mais le sanglier s'adapte rapidement et repousse la lame avec ses cornes. Le sanglier continuait d'attaquer, et Law n'avait déjà plus la force d'un niveau 5 moyen. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre qu'il devait faire quelque chose et frapper plus fort. Mais c'est grâce à cela que les autres ont pu reconnaître sa véritable force. Alors que le sanglier s'apprête à frapper à nouveau, Law s'en rend compte rapidement et transfère l'énergie dans ses jambes. Après avoir poussé, il a frappé le sanglier au visage. En voyant le résultat, il s'est demandé si la technique de marée avait eu un effet sur le sanglier. Même après le coup, le sanglier continua d'attaquer, ce qui fit comprendre à Law que le crâne du sanglier était très dense et que, s'il était si dur, il n'avait plus qu'à changer de tactique. Il s'est retourné et a haché l'animal, lui coupant une corne. Il a finalement abattu un sanglier avec ça, mais quelqu'un l'appelait. L'homme a commencé à dire à Law de courir aussi vite qu'il le pouvait. Alors qu'il s'enfuyait, il tenta d'expliquer que le sanglier hérissé avait rugi juste avant de mourir et que cela avait alarmé de nombreuses autres bêtes démoniaques. Et il a également rappelé à Law de ne pas oublier de couper les voies respiratoires du Khan la prochaine fois qu'il rencontrera une autre bête démoniaque. Pendant qu'il s'enfuyait, une autre créature a été trouvée, et l'homme a demandé la permission de montrer comment obtenir le meilleur résultat avec le moins d'efforts possible. En un instant, il se déplaça derrière un arbre qui se trouvait juste derrière le démon, après quoi il sortit de derrière lui, et comme le démon commençait à boire l'eau, l'homme se prépara à l'attaquer. Le démon remarqua l'attaque et tenta de la dévier d'une manière ou d'une autre, mais l'homme était plus malin et plus agile, et la lame était déjà sous la gorge du démon qui crachait du feu, d'un coup rapide et filigrane qui arracha la tête du monstre. Luo y réfléchit, après tout, l'homme n'a eu besoin que de taines respirations pour le vaincre, et Luo lui-même, avec sa force actuelle au stade 8, craint de n'avoir aucune chance de vaincre Luo Yi. Luo Yi a demandé à Luo s'il comprenait maintenant comment combattre la bête démoniaque. Il a répondu que les bêtes démoniaques ne se fient qu'à leur instinct pour tuer, et que tant que les humains peuvent les contrôler avec leurs mains et utiliser l'environnement pour les faire progresser, il sera facile pour les humains de tuer les démons. Luo Yi pense que Luo a du talent et que tant qu'il aura de l'expérience, il réussira. Luo Yi commença alors à dire que la technique qu'il avait démontrée aujourd'hui était l'une des nombreuses façons de chasser et que pendant quelques mois, ils devraient faire de leur mieux et apprendre de tout le monde ici. Cette équipe a tué les démons un par un, sans leur laisser la moindre chance. Après avoir vu tout cela, Law était motivé pour tuer lui aussi des démons et devenir plus fort. Avec chaque démon, le meurtre devenait plus facile et plus rapide, ce qui était gratifiant. 3 jours plus tard, Luo Yi annonce à l'équipe que la jeune sœur de Binyun s'est rétablie et qu'elle peut officiellement réintégrer l'équipe, de sorte que la 3e équipe parle officiellement de la mission. Baldi a demandé quelle mission ils allaient entreprendre cette fois-ci, et à quel stade de la bête démoniaque ils allaient chasser. Ce à quoi Li Yi a répondu que la bête démoniaque était au sommet du stade 7, la panthère de nuit, et qu'une fois qu'il l'aurait attrapée, il reviendrait ici avec sa tête sur le champ. Binyun a également demandé s'il serait difficile pour eux d'attraper cette bête puisqu'elle est très rapide, mais Luo Yi a dit que peu importe sa vitesse, elle n'a que l'instinct d'une bête, et s'il y a un plan,
ils l'attraperont facilement. Sans plus attendre, ils ont décidé de commencer par réunir leur plus forte compagnie d'autres les suivaient et disaient que cette équipe finirait par partir. Le troisième frère se tourne vers Tian Chen et dit que même si le frère Tianba leur a ordonné d'éliminer Luo Yi, quoi qu'ils fassent, ils ne doivent pas faire de mal aux autres. Mais Tian Chen dit de ne pas s'inquiéter et d'attendre de bonnes nouvelles. Et ces conflits internes ont rendu les Three frères très tristes. Un soir de pluie, leur équipe s'installe dans une grotte. Assis près du feu, Luo Yi a commencé à parler de l'île du ruisseau des nuages. Et quoi qu'il arrive, cette pluie l'ennuie vraiment ici. Après quelques jours de recherche, ils atteignirent enfin la cachette de la panthère de la nuit. Et Li Yi avait déjà élaboré un plan. Il aimerait donc en discuter. La panthère de nuit est une bête de rang 7 et moins. Il faut donc utiliser des techniques aquatiques qui la limitent. La jeune sœur Yun, Yiqing Yi, Luo, Kui Wei, Li Yi s'en remettent à tous ceux qui cultivent les techniques de marée. Ruer et Juner utiliseront alors la technique de la racine pour attraper la bête. Xiao Yang utilisera alors la technique de flexion de la terre à l'endroit où se tient la bête pour l'assommer. Tout sera dirigé vers la bête qui tente de s'échapper. Puis, Li Yi et Luo Xian prendront la position pour porter le coup final. Certains pensaient que cette fois-ci, la panthère de nuit allait définitivement trouver la mort. Et d'autres pensaient que tous les membres de la famille Lo devraient apprendre à planifier les choses comme Li Yi, leur chef. Lo s'est rendu compte que, comme prévu, il avait encore beaucoup à apprendre. Mais la seule chose qui dérange Lo, ce sont les personnes qui les suivent depuis 8 jours d'affilée et qui semblent suivre Lo. Il se demandait qui c'était, Luo Tianxing ou Luo Tianchen, et s'il pouvait comprendre pleinement la technique du corps actuel, alors il pourrait avoir un changement, même si c'était Luo Tianxing. Lo décida de profiter de l'occasion et de passer la nuit à essayer de le sentir. S'il y parvenait, il pourrait au moins garantir sa survie. Il marche d'un bon pas sous une pluie battante, et à un moment donné, il a vu quelque chose qui l'a poussé à se cacher soudainement. Lo a continué à marcher dans les bois, et l'arbre à côté de lui était en feu pour une raison quelconque, même s'il pleuvait. Il s'est dit que dans ce monde, ceux qui vivent de la présence de l'eau sont ceux qui comprennent aussi le flux de la pluie, et les marches formées par la foudre peuvent être appelées marches de la foudre. Les pas de foudre sont assez rapides, mais leur utilisation consomme une partie du ki principal. Et avec la force actuelle de Luo, à moins qu'il ne soit dans une situation désespérée, vous devrez éviter de l'utiliser. Le lendemain matin, ils attendaient à l'entrée de cette grotte. Li Yi attend sans émotion. Puis il fit signe que cet endroit était un nid de panthères nocturnes et qu'il irait enquêter, tandis que les autres attendraient sur place. Et les autres devaient éliminer Lo, sans que personne ne le sache. Mais ils ont eu beau observer, ils n'ont repéré aucune possibilité. Et il va falloir mettre en place le plan B. Un homme s'est adressé à son fils en l'appelant Dinger et lui a ordonné d'attendre. Et il risque d'être retardé. Alors n'agissez pas. L'homme a brusquement sursauté et a pensé au fait que Luo est constamment avec le groupe de Luo Yu et qu'il ne peut rien faire tant qu'ils sont autour de lui. L'homme a pris la pilule et a pensé que c'était le seul moyen de les protéger maintenant. Il arriva dans une grotte très haute. La bête démoniaque l'absorbe avec un mélange de formules secrètes et la secte des bêtes spirituelles permet de prendre temporairement le contrôle de l'esprit de la bête. L'homme a décidé que pour avoir fait utiliser à Lo une telle pilule, ce serait un honneur de mourir de ses mains. Il lance la pilule de toutes ses forces dans l'antre du monstre. La bête est sortie. C'était une harpie violette. L'homme a pensé que c'était parfait. Puis il a croisé les bras pour utiliser la prise. Il utilise un pouvoir spécial de couleur rouge. Qu'il a pu maîtriser cet oiseau. Il regrettait seulement qu'avec la pilule spirituelle, le contrôle sur la bête démoniaque n'était que temporaire, mais il était déjà suffisant pour tuer Lo. Il pensa que pouvoir faire voler une telle bête pendant la journée équivalait à l'utilisation d'une pilule de purification spirituelle. Notre équipe a continué à attendre
et a commencé à s'inquiéter du fait que leur chef était dans la grotte depuis un certain temps et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'en était pas encore sorti. Mais à un moment donné, il a fait son coming out, ce qui a surpris Law. Le chef commence à expliquer que le nid de la panthère de nuit est plein de branches et de lianes, qu'il n'y a rien d'autre et que la bête dort encore profondément à l'intérieur et qu'il est donc temps de répéter leur plan. Ils ont 90% de chances de réussir leur chasse. Ils doivent donc poursuivre leur plan. Quand ils entrèrent tous les trois dans la grotte, ceux qui les suivaient la virent et se demandèrent ce qu'ils devaient faire. L'un des hommes assis dans les buissons, pensant qu'il voulait se venger de Law pour l'avoir fait tomber une fois. Mais à un moment donné, l'un d'entre eux remarqua qu'une puissante bête démoniaque volante s'approchait d'eux. Mais il n'était toujours pas sûr que le monstre les visait. Alors il a suggéré de ne pas l'énerver et de se rendre dans les basses montagnes de Hip. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que ce démon ait été apprivoisé par son père. Et lorsqu'il s'en est rendu compte, il a demandé comment cela s'était passé. Le père ne répond pas à la question et demande où sont Baldi, Law et Li Yi, ce à quoi son fils répond qu'ils sont entrés dans une grotte. L'homme a ordonné la préparation d'une embuscade à l'entrée de la grotte. Et une fois que Law et les autres seront sortis, ils mettront leur plan à exécution, leur plan étant de séparer Law des autres. Une fois à l'intérieur, ils ont vu une panthère de nuit qui était en fait endormie, mais ils étaient tout de même aux aguets et se sont cachés. Li Yi lui lance brusquement une pierre pour l'activer, ce qui l'a fait bondir sans réfléchir. Après quoi, il a donné l'ordre de passer à l'action. Ils ont pu geler une des pattes de la panthère et déjà réaliser la deuxième phase de leur plan. Les deux hommes s'élancent alors, lame à la main, mais cela ne fait qu'accroître la colère de la panthère, qui se met à fracasser tout ce qui l'entoure et a même esquivé un coup de poing en plein volume. Mais cela n'a pas découragé le chef. Au contraire, il a décidé que c'était le moment d'attaquer. Lui et une panthère noire de niveau 7 étaient censés se battre, mais ils sont tous deux arrêtés par le bruit de la sortie. Le chef a reconnu ce son. C'était le son d'une bête ailée, et cela augmenterait la réaction et la vitesse de la panthère de nuit. Et en essayant de frapper la panthère, le chef a raté son coup. Il a vite compris que s'il ne pouvait pas la tuer maintenant, cela signifiait que le plan avait échoué et que tout le monde devait partir rapidement. La seule chose qu'il se demandait, c'était pourquoi cette harpie était soudainement apparue à un moment aussi dangereux. Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient en sortant. Il y avait Loding et Lohao. Le chef a immédiatement commencé à prétendre qu'ils avaient amené la bête volante ici. Mais les hommes ont essayé de se justifier en disant qu'ils essayaient juste de chasser la harpie violette, mais qu'elle était plus forte qu'ils ne le pensaient. Alors ils ont décidé de se cacher dans cette grotte. Mais cela déconcerte le chef, car il n'y a pas de nid de harpie violette à proximité sur sa carte. Mais cela n'avait pas d'importance, car la panthère de nuit était très proche. Elle se jette sur tout le monde à une vitesse incroyable. Mais le chef devait sauver son équipe. Il s'est donc mis en défense. Il a pu résister aux griffes de ce démon. Après quoi, quelqu'un a poignardé une panthère noire à l'aide d'une pointe plantée dans le sol. Le chef les a remerciés. Mais les hommes ont dit qu'ils devaient aider à éloigner la panthère de nuit et que quelqu'un devait attirer la harpie ailleurs. L'homme ajouta que si la harpie ou la panthère nocturne les avait attaqués à la place, ils ne seraient pas ici en ce moment. Et le chef approuva, leur ordonnant de fuir. Le chauve se rangea à leur avis et leur demanda de tenir la panthère pendant 10 respirations, tandis que le chauve et les autres éloignaient la harpie à plumes violettes pour l'instant. Law y avait beaucoup réfléchi, et aussi au fait que si un nid de harpie violette se trouvait dans les environs, pourquoi ne figurait-il pas sur leur carte? Et il lui semblait que les personnes qui les poursuivaient en étaient la cause. Mais la grande question restait de savoir ce qu'elles essayaient de faire. N'ayant pas beaucoup d'options, il a supposé qu'ils essayaient de tuer Luo Yu et Luo Bin. Et à ce moment-là, quelque chose est apparu au-dessus d'eux. C'était une harpie, et le chauve donna l'ordre de se disperser, de courir vers les arbres et de s'y abriter,
car on ne pouvait pas laisser une harpie faire équipe avec une panthère de nuit. À un moment donné, la harpie s'est retrouvée juste au-dessus d'un enfant qui ne faisait pas partie de leur équipe. Et c'est grâce à cela que Lo a compris ce qui se passait, que la harpie à plumes violettes était sous contrôle. Et on dirait que la personne qui veut tuer Luo a dépensé beaucoup d'argent et se demande si Luo Tianchen ou Luo Tianxing est derrière tout ça. En courant, Luo se dit que courir constamment ne servira pas à grand-chose, et aussi que si c'est Luo Tianxing, il utilisera sans doute des pas fulgurants, mais si c'est Luo Tianchen, Luo a une chance de se battre, mais celui qui le poursuivait était proche, pensant que si personne ne suivait Lo, il devait être prêt à mourir. L'homme a utilisé la technique et a repris le contrôle de l'oiseau. Luo est prêt à en découdre. Alors sans hésiter, il prend son épée en main et se retourne. Il s'agit de 12 oncles. Et il se rend compte que Lo sait probablement déjà ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Lo commença à son tour à se moquer, ce qui n'était pas difficile à deviner auparavant, et mentionna également le fait que 12 oncles avaient dépensé beaucoup d'argent et d'efforts pour séparer Lo des autres, mais il était prêt à parier que le coût du contrôle de la harpie à plumes violettes était énorme. Et comme Lo a dit que c'était vrai, 12 oncles ont dit qu'avec de telles connaissances et un tel talent, Lo deviendra certainement grand dans le futur. C'est pour cela qu'il ne peut pas rester en vie. Lo a décidé de ne pas attendre et a pensé que c'était à lui de faire le premier pas. Il n'avait pas d'autre choix que de frapper de toutes ses forces, car l'adversaire était digne de lui. 12. L'oncle s'est rendu compte que Lo était rapide et avait autant de force. En tenant compte de tout cela, l'oncle a réalisé que Lo n'était certainement pas au milieu de l'étape 5. Après l'avoir vu tuer un expert de rang 7 et une bête démoniaque au sommet de ce rang, il réalisa que Lo lui-même était au moins de rang 8. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, et le plan va donc être modifié. Mais Lo n'allait pas s'arrêter, il attaqua sans hésiter. Cependant, l'oncle était également fort et plus expérimenté, et c'est donc Lo qui a encaissé les dégâts. Lo se rend compte qu'il ne peut pas donner à son oncle une chance de respirer. Il doit donc faire au mieux. Il s'est rapidement regroupé et s'est préparé à attaquer à nouveau. L'oncle était perplexe et pensait qu'il était humiliant d'utiliser autant de force contre un jeune de 16 ans. Il a donc décidé de garder espoir et a affirmé que Lo n'était qu'un coup d'épée dans l'eau. Mais il est encore loin de la victoire